Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une ligne de fracture redoutable en droit pénal. Je veux parler de la frontière qui sépare le simple usager, le petit revendeur et le trafiquant de réseau. C'est un contentieux massif devant les tribunaux et pourtant, les nuances qui séparent une simple amende d'une peine de 10 ans de prison sont très souvent méconnues. Au centre de tout ça, on trouve un texte précis, l'article 222-39 du Code pénal. C'est un peu l'entonnoir juridique des stupéfiants. Le texte qui va capter le petit dépanneur ou le fournisseur d'un cercle d'amis. Alors, pour bien comprendre la mécanique, on va procéder en 5 étapes. Le champ d'application du texte, le concours d'infraction, les règles très strictes de confiscation, l'aménagement obligatoire des peines et enfin, la preuve et la stratégie de défense. Allez, c'est parti. Première section donc, le champ d'application. Définir concrètement ce fameux article 222-39. À l'origine, l'objectif du législateur était chirurgical. Il fallait absolument séparer le grand banditisme, le trafic lucratif, de la simple cession de proximité. Cet article cible très spécifiquement la cession ou l'offre illicite de stupéfiants pour une consommation personnelle. On ne parle pas du parrain local, mais du petit dealer de quartier ou de la personne qui amène de quoi dépanner pour une soirée. Et niveau sanction, le plafond de base est fixé à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Sauf que, et c'est un point majeur, cette peine peut littéralement doubler. On passe à 10 ans de prison si la drogue est cédée à des mineurs ou si l'échange se fait dans ou aux abords d'un établissement scolaire. C'est une circonstance aggravante redoutable. Dans ces zones sanctuarisées, le petit dealer risque exactement la même peine principale qu'un trafiquant structuré. Et là-dessus, la Cour de cassation a posé une règle d'or par un arrêt de principe du 22 juin 2005. En substance, si une personne détient de la drogue dans le but de la céder pour la consommation personnelle d'un tiers, eh bien cette détention tombe exclusivement sur le coup de l'article 222-39. On exclut d'office le trafic général prévu par l'article 222-37. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième section, le concours d'infraction, et surtout l'art de distinguer les charges. Sur le terrain, lors d'une interpellation, les comportements s'empilent très vite. On achète, on transporte, on détient dans la poche. Et c'est là que l'enjeu de la qualification devient vital. Dès la garde à vue, il faut placer le curseur exactement au bon endroit. Est-on sur la petite session pour consommation personnelle ou sur le début d'un trafic organisé de l'article 222-37 ? Une erreur ici et une garde à vue de 24 heures peut déraper illégalement sur 96 heures. Surtout que la justice tape fort sur les cumuls. En mai 2021, la formation plénière de la Cour de cassation a bien rappelé que l'acquisition, le transport, la détention et l'usage sont des infractions distinctes. Concrètement, un prévenu peut parfaitement être poursuivi et condamné cumulativement pour chacun de ces actes matériels. Passons à notre troisième section. On descend dans l'entonnoir avec les règles de confiscation. Les véhicules, les logements, l'argent saisi. C'est bien souvent l'étape la plus douloureuse financièrement. Au-delà de la prison, la loi permet de confisquer l'instrument de l'infraction ou le patrimoine. Mais face à cette arme pénale, une question cruciale revient sans cesse à l'audience. À qui appartient réellement le bien que l'on veut saisir ? Pour éviter les parades, la Cour de cassation a récemment resserré les boulons. Par 2 arrêts de septembre 2024, elle a consacré ce qu'on appelle la propriété économique réelle. Le juge ne s'arrête plus au simple nom sur la carte grise ou sur les statuts d'une société civile immobilière. Il cherche à savoir qui a le contrôle et l'usage véritable du bien. Les montages juridiques faits pour dissimuler un patrimoine sont inopposables, à condition bien sûr de prouver la mauvaise foi du tiers prête-nom. Et une fois que la confiscation est prononcée, que se passe-t-il ? Un arrêt de juin 2023 nous rappelle une règle de séparation stricte. Le juge pénal ordonne la confiscation, point. L'attribution et la gestion du bien confisqué sont ensuite dévolues à l'État. Ce n'est tout simplement plus du ressort du magistrat. Heureusement, la défense dispose d'un bouclier, le contrôle de proportionnalité. Depuis un arrêt de novembre 2019, les juges doivent suivre une grille stricte. D'abord, vérifier que les conditions légales de la saisie sont réunies. Ensuite, s'assurer que le montant saisi ne dépasse pas la valeur de l'instrument du délit. Et enfin, vérifier que priver la personne de ce bien n'est pas totalement disproportionné face à la gravité des faits et à sa situation personnelle. Allez, on arrive à la 4e section, l'aménagement obligatoire des peines. Plus précisément, les règles qui encadrent les peines d'emprisonnement courtes. À l'audience, c'est le moment de bascule. Est-ce qu'on rentre chez soi avec un bracelet électronique ou est-ce qu'on part en détention ? En droit pénal, le chiffre clé ici, c'est 6 mois. Pour toute peine de prison ferme inférieure ou égale à 6 mois, l'aménagement est devenu le principe obligatoire. Alors, il y a des exceptions, mais elles sont extrêmement verrouillées. Toujours dans son arrêt de mai 2021, la Cour précise que le juge ne peut refuser cet aménagement que s'il est face à une impossibilité absolue liée à la personnalité ou à la situation du condamné. Et cette impossibilité, elle doit être motivée de façon très précise et circonstanciée.
On ne ferme pas la porte de la prison sans de solides arguments. Enfin, notre 5e et dernière section, la preuve, la procédure et la défense. Du simple contrôle sur le bord de la route jusqu'aux plaidoiries au tribunal. La majorité de ces affaires débutent par un contrôle routier. Et là, attention aux idées reçues. Un arrêt tout récent, du 12 mars 2025, vient de clarifier les choses. Le dépistage salivaire initial ne sert qu'à établir une présomption d'usage. Inutile de contester la fiabilité de ce test rapide sur le moment. Juridiquement, ce qui valide la procédure, c'est le prélèvement physique et l'analyse toxicologique formelle en laboratoire qui suivent. Sur le plan procédural, il y a d'autres réalités assez rudes à connaître. Prenez la pesée des stupéfiants trouvés sur place. La jurisprudence de 2018 et 2019 est limpide. S'il n'y a pas de saisie formelle immédiate, cette pesée préalable ne nécessite aucun procès-verbal distinct, aucune présence d'avocat et même pas l'intervention d'un officier de police judiciaire. Un simple agent suffit. Face à tout ça, la stratégie de défense doit être clinique. On retient généralement 3 leviers concrets. 1. Se battre pour requalifier les faits, passer du trafic structuré à la simple cession pour faire chuter la peine encourue. 2. Contrôler et contester la confiscation du patrimoine en démontrant la bonne foi du véritable propriétaire. Et 3. Anticiper et préparer un dossier solide pour garantir l'aménagement de la peine sous la barre des 6 mois. Bref, comme on vient de le voir, la mécanique pénale est d'une précision redoutable. La frontière entre le simple usage, le petit dépannage de l'article 222-39 et le grand trafic se joue vraiment au millimètre. Chaque affaire est totalement singulière. C'est pour ça que dans une matière aussi technique, l'assistance d'un professionnel du droit est littéralement ce qui sépare une issue maîtrisée d'un désastre judiciaire et financier. Pour conclure, je laisse cette réflexion en suspens. Quand la différence entre un service rendu à une connaissance et 10 ans de prison, ou même la perte du logement familial, ne tient qu'à une stricte interprétation juridique, peut-on vraiment se permettre d'affronter cet entonnoir pénal seul ? Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour un nouveau décryptage.